Camille Langlade, on plante le décor avec vous de ces coups de fil. Que sait-on? Sait-on d'abord s'ils sont véritables? Oui, ce sont de véritables coups de fil. À aucun moment l'Élysée n'a démenti, que ce soit à Jean-Marie Bigard, à Éric Zemmour par exemple, le 1er mai après son agression, ou encore à Philippe de Villiers pour rouvrir le Puy du Fou, même si Philippe de Villiers est un interlocuteur régulier d'Emmanuel Macron. Pourquoi passe-t-il des coups de fil, le président de la République, à des personnalités dont, a priori, il n'est pas proche? Alors, il y a deux intentions. C'est une forme de stratégie politique, bien entendu, plutôt habile, reconnaissent certains observateurs, parce que ça permet à Emmanuel Macron, qui a toujours cette image de président des riches, de président élitiste, eh bien, de parler à un public auquel il n'a pas accès sans ces personnalités. Que ce soit Éric Zemmour, le public plutôt valeurs actuelles, Jean-Marie Bigard, un public plus populaire, ou Philippe de Villiers, la droite très conservatrice, eh bien, il peut atteindre ce public-là et espère parler, là aussi, à un auditoire un peu plus élargi que son électorat plus classique. Ça marche, ça, de parler à, allez, au hasard, Jean-Marie Bigard et de convaincre ceux qui aiment Jean-Marie Bigard? De convaincre, non, après les gilets jaunes, après les crises sociales successives, d'imaginer que le lien n'est pas totalement rompu et que le dialogue reste un peu possible, ça fait passer un message aux partisans de ces personnalités. Bon, donc ça peut servir à améliorer un peu l'image, la communication. En termes de vote, par contre, et de préparation d'échéances ultérieures, là, rien n'est garanti, à l'évidence. Il y a un autre point, c'est que, évidemment, se rapprocher d'un certain nombre de personnalités que vous avez citées, c'est aussi, quelque part, essayer de priver d'oxygène le Rassemblement national et sa candidate putative, hein, parce que ça crée un lien et ça met en scène, on va dire, d'autres personnalités qui se placent sur un registre comparable. Donc ça peut aussi, si vous voulez, être une stratégie plus tacite, moins avouée, de la présidence de la République. Bruno Bonnell, ses coups de fil à Éric Zemmour, Jean-Marie Bigard, on en pense quoi, La République en marche? Vous savez, je crois que d'abord, il y a aussi de très nombreux coups de fil qui sont moins publics et qui sont tout aussi importants, mais surtout, personne n'a le monopole ni du bon sens, ni de l'intelligence, et que le président de la République cherche à entendre directement des gens qui ont eu des réactions dures ou spontanées, ou qui ont été agressés, comme Éric Zemmour. Je crois que c'est quelque chose de complètement légitime. C'est vraiment beaucoup de bruit pour rien, à mon avis. C'est juste que le président ne veut pas passer, probablement pour être déconnecté, ce qu'il n'est pas. Il a toujours passé beaucoup de coups de fil, il a beaucoup travaillé avec des gens en direct, et finalement la République en marche considère que c'est normal, c'est le président de tous les Français qu'il le fasse. Bonjour Éric Coquerel, merci d'être avec nous. C'est beaucoup de bruit pour rien, ces coups de fil d'Emmanuel Macron à Éric Zemmour ou Jean-Marie Bigard en l'occurrence? Bon, écoutez, moi, mon sentiment, c'est que Emmanuel Macron est bien incapable de réinventer son monde. Alors, il réinvente sa communication, mais s'il réinventait sa communication, c'est avec notamment deux personnes de droite extrême ou d'extrême droite comme Zemmour et comme de Villiers, ça le regarde. Je doute un peu de ce qui va en sortir. Bon, voilà, je sais pas. J'avoue que j'ai moyennement envie de commenter parce que ça sent vraiment la communication de quelqu'un qui n'a pas de réponse par rapport à la situation, parce que son monde s'écroule avec la crise, c'est-à-dire le monde néolibéral, le monde des politiques d'austérité, et que comme c'est le sien, c'est pas lui qui va réinventer ça, donc il trouve des choses dont on va encore parler toute la matinée. Voilà. Bon, qu'il appelle Zemmour et qu'il appelle De Villiers, s'il pense que c'est ça l'avenir, ça le regarde. Je doute qu'il fasse mieux que le Front National à ce niveau-là, mais après tout, peut-être que Emmanuel Macron est en train de se recycler dans une droite encore plus extrême, j'en sais rien. Cette stratégie, c'est l'analyse politique évidemment qui nous intéresse. Cette stratégie, qu'est-ce qu'elle nous dit d'Emmanuel Macron? Elle me dit déjà une chose, et ça on l'a ressenti depuis longtemps si vous voulez, c'est que Emmanuel Macron chasse sur une politique de plus en plus libérale et de plus en plus à droite. Voilà, donc ça c'est pas nouveau. Maintenant là,
je pense que s'il imagine qu'en parlant à Zemmour, il va parler à un électorat populaire, il se met les doigts dans le nez, quoi. Je veux dire, il se fourvoie totalement à imaginer ça. Je rappelle que Zemmour, il n'y a pas longtemps, et à juste raison, était comparé par un historien comme Noiriel à Drummond, l'antisémite Drummond. Donc, enfin, vraiment, j'allais dire que c'est une idéologie en France qui est une idéologie à la fois d'extrême droite, raciste, et je comprends pas bien ce qu'il va chercher, sauf, je vous dis, à envoyer des œillades à un électorat très à droite. Mais je crois que surtout c'est de la com, en fait. Si vous voulez, je pense que c'est surtout des coups de com qui font qu'on parle de lui et non pas de sa politique. Bon, je crois pas qu'il va s'en sortir comme ça, enfin à mon avis. Bruno Bonnell, vous estimez, vous aussi, que c'est une façon d'aller chercher peut-être des voix à l'extrême droite, d'aller récupérer, si j'ose dire, des électeurs qui pourraient être tentés par le vote Rassemblement National, ces coups de fil à Éric Zemmour ou ces messages à Philippe de Villiers? Écoutez, moi je voudrais répondre à mon collègue Coquerel d'abord que si c'était une personnalité connue pour être d'extrême gauche qui se fasse insulter ou agresser dans la rue, je pense que c'est un Français. Je ne partage pas forcément les opinions de M. Zemmour, mais le coup de fil a été quand même un coup de fil pour dire qu'il était le président de tous les Français et qu'en France, la liberté d'expression était fondamentale. Deuxièmement, non, ce n'est pas une dérive extrémiste que de passer des coups de fil à des gens qui n'ont pas les mêmes opinions que vous. Je vous le répète, ce sont quelques coups de fil parmi probablement des dizaines, voire des centaines de consultations que fait le président. Et la ligne d'En Marche doit peut-être être réinventée, c'est ce qu'a dit le président de la République. Et je pense que les signaux qui sont envoyés aujourd'hui par rapport à la protection sociale qu'on a montré pendant cette crise terrible du coronavirus, par rapport à la décision de faire le Ségur pour s'intéresser à la situation de l'hôpital en acceptant qu'on ait une modification stratégique, on ne peut quand même pas dire qu'on va vers la route du libéralisme total en disant dommage, la crise est derrière nous, on recommence comme avant. Donc je crois qu'il faut donner un crédit politique à l'apprentissage de ce que nous avons vécu récemment et pas continuer dans les mêmes vieilles obsessions que Macron est un libéral, il est à droite, il changera jamais et on continue les mêmes clivages. Je crois que s'il y a un moment où on doit réfléchir à est-ce qu'il faut dépasser ce type de clivage, c'est maintenant. Donc ne faisons pas d'un détail de coups de fil à des personnalités une politique générale qui a été démontrée pendant ces 2 derniers mois comme étant à l'opposé de ce que vient de décrire M. Coquerel. Monsieur Coquerel, pour vous, c'est juste un détail, ces coups de fil, parce qu'évidemment, il y a le coup de fil, mais Emmanuel Macron pourrait passer ce coup de fil sans le faire savoir. Ouais. Enfin, mon collègue ferait bien faire gaffe, faire attention aux termes, parce que les détails de l'histoire, on connaît à l'extrême droite. Hein. Bon, je sais pas, c'est un message qu'ils veut envoyer. Moi, j'ai pas envie de commenter ça très longtemps. Je pense que, bah oui, je veux dire, c'est pas un détail d'appeler Éric Zemmour. Je pense que c'est des messages envoyés. Et si vous voulez parler de victimes, je pense pas que Emmanuel Macron ait appelé le jeune Égyptien qui, il y a pas longtemps, s'est fait tabasser à l'île Saint-Denis, tout près de ma circonscription. Donc, il choisit les gens qu'il appelle. Bon, donc c'est des messages qu'il envoie. Maintenant, ça le regarde. Je pense que c'est la communication. Mais je voudrais revenir effectivement plus au fond. Est-ce que Emmanuel Macron se réinvente? Est-ce que la majorité se réinvente sur une voie qui serait moins néolibérale? Non. Dans les faits, non. Ont été votées des ordonnances qui dérégulent le temps de travail, ont été votées des ordonnances qui prennent des jours de congé sur des fonctionnaires qui ne pouvaient pas aller travailler du fait du confinement. Là, maintenant, on s'apprête, si j'ai bien compris, à faire un plan automobile, y compris à prêter 5 milliards à Renault, sans aucune garantie par rapport aux usines qui vont fermer, etc., etc. Donc, à part les mots, à part la communication, à part la propagande, je ne sens en aucune manière une inclinaison quelconque et pour une bonne raison. C'est que quelque part, le monde de Macron, c'est le sien et c'est celui. Vous ne parlez pas en même temps, Monsieur Bodel, je ne l'ai pas fait. Donc le monde de Macron, c'est celui du néolibéralisme et c'est pas lui qui va le réinventer. Et la preuve, c'est toutes les mesures qui sont votées, y compris les mesures de prolongation de l'état d'urgence, dont une partie sont liberticides. Voilà. Donc il y a eu un échec sur l'anticipation de l'épidémie, il y a eu un échec sur la gestion et je ne vois pas M. Macron être capable de se réinventer. Donc si vous me dites maintenant qu'il se réinvente en donnant des coups de fil à Zemmour et à De Villiers, que finalement c'est pas très grave, il appelle n'importe qui, oui, sauf que là, c'est ces gens-là qu'il choisit de faire savoir. Donc vous voyez, c'est pas non plus des hasards et je pense que ça fait partie de la communication de l'Élysée. Ça doit être le côté transgressif qui fait qu'on parle de ça au lieu de parler de la politique elle-même qui ne change en rien par rapport à celle qui a été le cas depuis 2 ans et demi. Que je sache qu'ISF n'est toujours pas supprimé, n'est toujours pas rétabli, par exemple. Bruno Bonnell, votre réponse?
Ma réponse est simple, c'est que on est en train de terminer une crise sanitaire majeure. On a lancé effectivement des propositions assez concrètes, notamment ce fameux Ségur qui commence dès aujourd'hui. Donc on ne peut pas dire qu'on est en retard par rapport à la modification de ce qu'on veut faire, notamment sur les plans hôpitaux. Je pense qu'il faut quand même donner un tout petit peu de temps au temps avant de dire qu'il n'y a rien qui a changé, puisqu'on n'est pas encore justement dans cette phase de construction. Mais au-delà de ça, je ne voudrais pas réduire quand même ce qu'a dit et ce qu'a fait le président de la République à 2 coups de fil qui ont été effectivement révélés publiquement, pour 2 raisons d'ailleurs totalement différentes. Je crois que le message a été clair, il a été entendu par beaucoup de Français. Donc c'est un engagement qu'il a pris. Il a dit oui, il faut modifier, à commencer par moi-même, il faut modifier un petit peu la vision qu'on a sur le monde. Donnons un crédit avant de crier à l'immobilisme, donnons le crédit à cette dynamique nouvelle. Dans quelques semaines, dans quelques mois, je serai vraiment à même de répondre si effectivement on a tiré ou pas les leçons. Mais peut-être que l'idée, c'est aussi de rapprocher un peu des extrêmes, de travailler un peu ensemble. Peut-être que certaines idées qui avaient été soutenues par la France insoumise valent le coup d'être regardées à travers ce nouveau prisme. Donc avant de refuser ce dialogue et de retomber dans des oppositions assez stérilisantes, rentrons dans des forces de proposition et voyons si effectivement on peut les faire basculer du bon côté de la force. Et tout le monde sera probablement beaucoup plus satisfait. Vous seriez prêt, vous, Éric Coquerel, à travailler avec Emmanuel Macron et ses équipes dans cet esprit de concorde et de proposition pour avancer, comme le dit Bruno Bonnell? Mais non, c'est génial parce qu'on met un objet pour communiquer sur la table. Il n'y a aucune mesure qui correspond à ça, qui laisserait penser qu'Emmanuel Macron, tout d'un coup, a une révélation en dehors de sa communication sur le fait qu'il faut rétablir les services publics, leur redonner la force. Il faut arrêter, par exemple, de prêter de l'argent sans aucune garantie et sans aucune condition à des entreprises, comme ça a encore été fait. Et on nous demanderait d'adhérer à ce projet. Mais prenons Ségur. Bon, très bien, parfait. 2 ans et demi après que les soignants aient demandé, fait des exigences, il a fallu la crise de coronavirus et beaucoup de victimes parmi eux pour que enfin le gouvernement dise ils ont peut-être raison. Moi j'attends, parce que pour l'instant ce que j'ai entendu chez M. Véran, c'est le fait de dire oui, il faut plus les payer, mais à condition qu'ils fassent plus de 35 heures, à condition qu'il y ait une dérégulation et une montée en charge au niveau du travail. C'est-à-dire en gros c'est comme d'habitude, on vous paye plus si vous travaillez plus, mais les soignants n'ont pas besoin de ça. Donc je vais attendre ce que va proposer M. Véran. Moi si j'ai un conseil, c'est que je pense qu'il vaut mieux continuer à se mobiliser pour essayer d'obtenir quelque chose de ce gouvernement, parce que c'est pas faire injure, M. Bonnell, c'est pas vous faire injure, c'est que pendant 2 ans et demi, vous avez défendu une politique, que là, les dernières mesures que vous venez de voter, que ça soit la loi d'état d'urgence, que ça soit le projet de loi de finances, etc., sont exactement les mêmes, c'est le même esprit. Donc excusez-moi, je ne vois pas un seul élément qui montrerait que vous avez changé. Et pour tout vous dire, je pense que qu'il faut un monde d'après, mais ça ne sera pas avec la majorité qui, quelque part, nous a amené là où nous en sommes, c'est-à-dire au fait qu'une crise épidémique devienne une crise sanitaire et sociale de l'ampleur qu'on a connue. Vous avez le sentiment, Bruno Bonnell, qu'on peut faire le monde d'après avec la majorité d'avant ? Moi, j'ai le sentiment qu'on peut surtout faire le monde d'après avec un changement d'attitude politique. C'est ce qu'attendent nos compatriotes, et d'arrêter d'opposer des clivages qui datent du 19e siècle. Le monde d'après, il se projette dans l'idée de l'intelligence au service du bien commun. J'ai même une mission parlementaire actuellement que je conduis avec François Ruffin sur les situations des métiers du lien, et notamment les auxiliaires de vie. Je pense qu'on peut s'asseoir autour d'une table, et même si on n'est pas d'accord sur certains fondamentaux politiques, se mettre d'accord sur du concret. Ce que veulent aujourd'hui nos compatriotes, c'est de la politique concrète, c'est d'arrêter d'avoir des mots en disant « je m'opposerai par principe, vous n'avez pas changé », de faire des procès d'intention. Moi, j'ai pas de procès d'intention. Si la France insoumise a des bonnes idées, si le Front National a des bonnes idées sur des cas très concrets, mettons-nous autour d'une table, faisons une union ponctuelle sur des projets et lançons des majorités de projets intelligentes. Et arrêtons d'être dans des clivages qui n'amènent finalement qu'à parler pendant des heures pour finalement pas acter. Et c'est ça que nos concitoyens reprochent à la politique qu'on mène, qu'elle soit d'ailleurs de la majorité ou de l'opposition. Donc il faut casser ce moule et partir dans l'idée de dire on va travailler pour le bien commun ensemble, même si nos idéaux politiques nous amènent sur des politiques à long terme
à des oppositions, sur le concret aujourd'hui de la vie des gens, sur le tous les jours. On l'a vu tout à l'heure avec Monsieur Alliot. Oui, on dit tous les deux, il faut ouvrir les bars et les restaurants, il faut relancer la machine, il faut laisser les restaurateurs responsables. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec Monsieur Alliot, loin de là, sur ses opinions politiques et qu'il est d'accord avec les miennes. Mais on avance, il faut faire avancer. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on s'appelle En Marche, c'est que l'idée, c'est essayer d'avancer et d'arrêter de rester stérile sur des positions et des attitudes idéologiques. Éric Coquerel, on relance comment? On relance ensemble comment? Est-ce que c'est possible d'abord? Enfin, encore une fois, moi je regarde le concret justement. Hein. Je ne regarde pas le blabla qui enrobe une politique depuis 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi que le discours de M. Bonnel nous est servi. Quand on casse par exemple le code du travail, quand on supprime les CHSCT qui ont cruellement manqué dans cette crise d'épidémie. Vous savez, c'est les comités qui travaillent sur l'hygiène et la sécurité dans les entreprises. Quand on dérégule, quand on fait des cadeaux aux plus riches, etc., on nous dit « Ah mais vous comprenez, c'est concret, c'est pragmatique, n'y voyez pas d'idéologie ». Mais moi j'y vois une idéologie. C'est celle, effectivement, d'un monde qui, aujourd'hui, est en crise, celui du libre-échange, celui de faire des cadeaux sans fin à la finance, aux actionnaires, en espérant que ça rejaillisse sur l'économie, ce qui a montré que c'est pas vrai. C'est celui, par exemple, de faire des cadeaux aux entreprises en contrepartie. Et moi, si on veut du concret, Monsieur Bonnel, on vient de voter 20 milliards d'euros, d'accord, où on vous a demandé de faire des contreparties, ne serait-ce que des critères, par exemple, environnementaux, y compris des gens qui venaient de votre majorité, qui l'ont proposé, vous avez tout refusé. Donc, il n'y a pas un élément concret qui me montre que, quelque part, vous avez compris la leçon. C'est pour ça que moi, cette façon d'avancer dans du néolibéralisme en l'enrobant de termes pour essayer de faire croire que vous êtes dans le concret, dans le pragmatique par rapport à l'idéologue, ça fonctionne pas. Croyez-moi, les gens regardent la politique que vous faites. On va bien voir ce que vous proposez sur la santé. Pour l'instant, j'écoute ce qui est dit. Sur la santé, encore une fois, ce que dit Monsieur Véran, c'est oui, on vous paye plus si vous travaillez plus. Alors même que on a en face de nous des soignants qui, plus que des soignants, tous les gens des hôpitaux, des EHPAD, qui heureusement, ont assumé leur rôle, mal protégés, mal payés, avec pas assez de lits, du fait d'une politique qui a été la vôtre depuis 2 ans et demi. Donc, prouvez-moi que ça va changer, mais c'est facile. Hein. Ils ont un plan par rapport à ça, d'accord, d'augmentation des salaires, de création de lits, etc. On va voir ce qui est proposé à Ségur. Je crains que les conditions qui a été mise par Monsieur Véran, qui sont les mêmes que d'habitude, c'est-à-dire on vous paye plus si vous travaillez plus, et non pas on vous paye plus de manière claire, nette et précise, ça soit encore la politique que vous essayez. Si je me trompe, tant mieux, ça montre que la mobilisation aura payé, mais pour l'instant je ne le vois pas venir. Voilà, moi je suis concret, j'attends de voir quelque chose qui ne vient pas pour le moment. Merci Éric Coquerel, merci Bruno Bonnel d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce matin en direct dans le live BFM. Ces coups de fil à Éric Zemmour, à Jean-Marie Bigard, c'est quoi? C'est une communication transgressive ou c'est une faute politique d'Emmanuel Macron? Nous ne sommes pas là pour juger des fautes, il est libre de ses actes. Simplement, il y a la question du leurre qui a été évoquée. Hein. Il est vrai que pendant qu'on met en scène ces coups de fil, on ne se positionne pas au moins sur des enjeux saillants préoccupants. Au-delà du leurre, ce que je disais tout à l'heure, il y a la tactique, elle est éprouvée, elle est ancienne, qui consiste à essayer d'utiliser ces médiateurs finalement pour montrer qu'on garde le lien avec des publics dont on sait qu'ils sont franchement hostiles, parfois au chef de l'État, à ses politiques publiques, avec éventuellement l'idée qu'à terme, on pourra essayer je ne dirais pas de siphonner, mais dans tous les cas de grignoter. Vous dites la technique est ancienne, est-ce qu'elle fonctionne? National. En termes électoraux, rien n'est garanti, donc on peut pas dire qu'elle fonctionne. Rien n'est garanti sur ce plan. Il y a des exemples. Hein. On a en tête, par exemple, l'élection de 2002, où avec une candidature néo-populiste, celle des chasseurs à l'époque, qui avait grignoté des voix au Front National dans les urnes. Et on sait très bien à l'époque que l'Élysée s'était intéressé de très près à cette entreprise. Bon, donc on a des exemples qui peuvent, mais on est loin encore de ce contexte spécifique à l'élection. Ce que vous dites, c'est que c'est à la marge finalement, mais que ça peut marcher, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner, mais on le voit bien, et de plus en plus avec ces crises, prévoir à l'avance un contexte électoral est de l'ordre de l'impossible. En quelques mots, on a beaucoup parlé de la relance économique ce matin dans cette émission. La relance politique, elle s'articule comment? À partir du 28 juin, est-ce qu'il faut, par exemple, remanier? Alors, il y a en effet la question des municipales qui va se poser parce que les résultats de La République En Marche seront commentés.
Bien, donc ça va créer un contexte. On verra d'ici là l'actualité également par rapport au déconfinement. C'est ce qui est pressenti aujourd'hui, Bon. mais il peut se passer tellement de choses en Voilà, 3 semaines. un remaniement, est-ce que, si vous voulez, il est envisageable? La phrase même de Emmanuel Macron dit « il faut se réinventer » laisse penser qu'il va devoir prendre un acte politique lourd. Le remaniement est dans sa batterie d'outils, le référendum aussi. Il aura un sens, ce remaniement, et c'est là tout l'enjeu, si la figure qui est désignée Premier ministre peut porter un changement politique. C'est-à-dire un changement d'orientation des politiques publiques. Sans quoi le remaniement, si vous voulez, créera plus de problèmes qu'il ne permettra de résoudre des questions. Un remaniement, un changement fort de politique publique, ça veut dire quoi aujourd'hui? Plus de social, plus d'écologie. Mais est-ce que c'est ce que veut vraiment le chef de l'État? Et y a-t-il une figure dans cette majorité? On a vu la création d'un nouveau groupe qui pourrait permettre de déplacer un peu le centre de gravité de cette majorité. Et est-ce que la REM suivrait? Ça fait beaucoup d'incertitudes. Merci Olivier Roucan, en tout cas, d'être venu nous expliquer tout cela ce matin dans le live BFM.